La dernière fois qu'il était passé sur ces plateaux d'entretien, et on le recevait comme interfédéral de l'UNC au Congo central, mais aujourd'hui on le reçoit comme conseiller du chef de l'État au Collège des infrastructures. Il s'agit là de M. José Tedika, à qui je dis bonjour. Bonjour, Monsieur Prince. Vous allez bien? Oui, ça va. Comment vous vous sentez dans la peau du conseil du chef de l'État? Bon, écoutez, c'est un honneur qui m'a été fait déjà par la hiérarchie du parti pour avoir présenté auprès du chef, notamment l'honneur qui m'a été fait par le chef du parti, le président Vital Kamerhe. C'est lui qui m'a amené au sommet de l'État et puis je crois que c'est l'occasion de rendre grâce aussi au chef de l'État pour son plaisir à me voir nommé à son cabinet. Et sinon, le Congo central doit être fier de vous, d'avoir un de leurs à la présidence comme conseiller du chef de l'État. Mais est-ce qu'aujourd'hui, peut-on dire que le Congo central bénéficie de votre apport en tant que conseiller du chef de l'État? Le rôle de conseiller, c'est un rôle dans l'ombre. Notre rôle ne nous permet pas de dire ce que nous pouvons faire bénéficier aux différentes entités. De toute façon, je crois que quand on est au sommet de l'État, quand on est conseiller du chef de l'État, c'est qu'on ne voit pas seulement sa province, parce que le chef de l'État, il voit tout le pays. Vous comprenez? Mais je crois que si on doit écarter cet aspect-là, mais il y a d'autres aspects. Je crois que à partir du moment où l'un des leurs est arrivé à la présidence, c'est pour la première fois qu'on puisse avoir quelqu'un venu de Matadi se retrouver au sommet de l'État. Et c'est un exemple, c'est une reconnaissance, et je crois que politiquement, la population de Matadi se retrouve dans... Et vous pensez que vous méritez d'être là? Puisque vous parlez d'une reconnaissance, est-ce que vous, personnellement, vous pensez que vous méritez d'être là à la présidence en tant que conseiller du chef de l'État au Collège des infrastructures? Bon, ce qui est vrai, c'est que je n'ai pas bénéficié de beaucoup de cadeaux dans la vie. J'ai lutté dur, déjà pour être au niveau du parti. J'ai lutté dur, et le chef de l'État, le chef du parti, je crois que selon lui, parce que c'est de sa volonté discrétionnaire qu'il nous a présenté auprès de son partenaire politique, et je crois que j'ai quand même mérité. Mais j'ai bataillé dur, je n'ai pas bénéficié de cadeaux. Bataille dure pendant plusieurs années avec Vital Kamerhe. Vous avez certainement une vision politique sur le pays. Pensez-vous qu'aujourd'hui, avec le nouveau régime, votre vision est respectée aussi? Oui, il y a déjà beaucoup de changements. D'abord, le premier changement, c'est dans la volonté politique. Vous savez, si on prend seulement ce qui a été présenté dans les 100 jours et l'évolution que nous avons par rapport à ces 100 jours, on se rend compte que si on doit extrapoler pendant le mandat, il y a beaucoup de réalisations qui seront faites. Et moi, ça me fait plaisir parce que je crus en cette vision, et aujourd'hui, voir comment, au fil du temps, ça est en train de se concrétiser, je me dis, Dieu merci. Vous vous sentez à l'aise dans cette coalition UDPS-UNC, parce que beaucoup pensent que l'UDPS n'a pas beaucoup de cadres et que c'est l'UNC qui donne plus dans la coalition. Non, ça c'est... Êtes-vous à l'aise, monsieur le conseiller? Oui, partant d'abord de la coalition, au départ, je crois que cette coalition s'est faite entre deux personnes par rapport à la candidature à la présidence de la République. Vous savez, un candidat président de la République, c'est un individu face à la population. Donc, il y avait deux candidats présidents de la République qui ont fait une alliance et qui ont entraîné les partis à formaliser cette alliance. Nous sommes en coalition et jusque-là, ça marche très bien. Maintenant, quand vous dites que il n'y a plus de cadres de l'UNC. C'est que c'est dit en tout cas, on dit qu'à l'UDPS, il n'y a pas assez de cadres. Et c'est l'UNC qui donne plus. Voilà pourquoi j'aimerais savoir si José Tedika est à l'aise dans cette coalition. Non, malheureusement, quand on fait les statistiques, on va se rendre compte que c'est l'UDPS qui a beaucoup plus de cadres que l'UNC. De toute façon, on ne va pas s'en plaindre pour cela, parce que l'UDPS
a fait. On parle de la tête. Lorsqu'on parle, souvent les gens voient la tête. Ces cadres ont-ils de têtes bien faites ou des têtes, ou carrément des têtes pleines? Mais absolument, absolument. Si on prend seulement les statistiques, par exemple, au niveau de la présidence de la République, dans les collèges de conseillers, nous avons 15 conseillers principaux sur 2. Ce sont des cadres de l'UDPS. Parmi les directeurs de cabinet adjoints, 4 sont de l'UDPS. Vous comprenez? Et sans compter maintenant au niveau du gouvernement, il y a beaucoup plus de ministres de l'UDPS que de l'UNC. Donc je crois que en termes de statistiques, on peut dire que l'UDPS a beaucoup plus de cadres que l'UNC. Qui mérite d'être là. Vous évitez ma question. Mais mérite-t-il d'être là? Parce que vous méritez d'être à la présidence, vous l'avez même dit. Mérite-t-il d'être là? Absolument. D'abord qu'ils ont bénéficié de la confiance du chef de l'État. Pas seulement en tant que grand responsable du parti, mais en tant que personnalité étatique. Ils bénéficient de la confiance du chef de l'État. Donc ils méritent d'être là. Alors le Congo central est quand même aussi oublié. Certaines personnes pensent que dans le programme de 100 jours du chef de l'État, le Congo central n'a pas été beaucoup considéré. C'est dû à quoi? Non. D'abord, il faut qu'on se mette d'accord. Un programme de 100 jours, c'est un programme à très court terme. Donc il ne peut pas prendre tous les aspects de la vie politique. Ça, c'est d'abord un. Donc le programme de 100 jours, c'est un programme ciblé qui n'a pas pris tous les aspects de la vie, parce que un mandat, ce n'est pas 100 jours, mais c'est notamment ce qui nous concerne, c'est 5 ans. Mais je voudrais contredire justement cette assertion qui pousse aux gens de dire que le Congo central ne s'est pas retrouvé. C'est faux. Je peux en dire quelque chose. On va avoir l'asphaltage de la route Mwanda-Boma. Je vois que depuis que l'État congolais existe, on n'a pas encore cet asphaltage-là. Donc il va être asphalté sur une route, sur une trajectoire de 106 km. C'est ce qui va être fait. Il y a l'asphaltage Lufu. Vous savez que Lufu, aujourd'hui, c'est un point d'attraction. Les activités de Lufu ont une incidence même sur la ville de Kinshasa, impactent aussi sur la ville de Kinshasa. Et donc, à partir du moment où on va réduire, je vois que le trajet, s'il vous plaît, je crois que ça va aussi avoir un impact. Donc, ça va, même en termes de visibilité, à la frontière de Lufu. De là jusqu'à Angola, je crois que c'est une route asphaltée. Et ça a paru indécent de la part des grands responsables du pays de voir qu'à côté, il y a l'asphalte, alors que de ce côté-ci, il n'y a pas d'asphalte. Donc, même sur le plan de la visibilité du pays, il était nécessaire de pouvoir asphalter ça. Et c'est ce qui a été fait. Il y a... Ça, c'est en termes d'asphaltage. Hein. Mais aussi, il y a réhabilitation de routes, notamment la route d'Engidinga. Il y a la route qui va vers Kimvula. Il y a aussi des projets vers Kamba, l'électrification. Il y a des projets d'adduction d'eau à Mazaboma et à Lula, si je ne m'abuse. Donc, voilà un certain nombre de projets qui ont été repris dans le programme de 100 jours. Les 100 jours, c'est 3 mois. Alors que le mandat, c'est 5 ans. C'est 60 mois. Vous comprenez? Donc, en 3 mois, on ne peut pas tout reprendre. Donc, il y a eu un scandale dans le Congo central où on a vu le vice-gouverneur être filmé nu et en train d'accuser même que les responsables de ces complots seraient le gouverneur. C'était une honte pour la province, mais l'Assemblée provinciale n'a pas voulu enlever les immunités du gouverneur. Certains pensent qu'il fallait carrément que les 2 personnalités puissent démissionner, ce qui n'a pas été fait. Parce que c'est de l'immoralité quand même, c'est que nous avons tous vu. Il y a aussi parfois le comportement personnel. Il y a ce que les gens pensent, mais eux-mêmes aussi, qu'est-ce qu'ils en pensent. Hein? Parce que je crois que les réactions diffèrent d'un acteur à un autre par rapport justement à l'idée que l'un ou l'autre se fait de la politique. Dans d'autres lieux, je crois que tel acteur amènerait à une certaine reconsidération de la personne ou de l'autorité qu'on représente.
malheureusement, ils ont décidé tel qu'ils ont décidé. À chacun de juger. Au Congo central, comme ici à Kinshasa, on vous a très souvent reconnu par l'effigie de votre président du parti, Vital Kamerhe, juste derrière votre véhicule. Beaucoup cherchent à savoir pourquoi ce n'est pas un culte de personnalité, puisque en tout cas, on vous critique, je vous informe en tout. Non, ce n'est pas un culte de personnalité. Et ça signifie quoi? Non, c'est pas un culte. D'abord, je voudrais que vous sachiez que c'est pas parce que je suis maintenant à la présidence que je l'ai fait. Ça a toujours été comme ça. Et d'ailleurs, ça étonne, parce que vous êtes aujourd'hui conseiller du chef de l'État, vous continuez à rouler avec un véhicule et on voit le fichier du président Vital Kamerhe. Ça étonne quand même. Il y a deux aspects maintenant. Je vais commencer par le premier aspect. C'est que ce n'est pas un culte de personnalité. Déjà que quand j'étais au Congo central, j'étais le président interfédéral du Congo central. Et c'est ma modeste manière, justement, de faire la promotion de la personne. C'est simplement quoi? Marketing. Simplement ça. Je prends un cas de figure. Imaginez aujourd'hui, on peut avoir 100 cadres. 100 cadres à l'UNC. On peut, hein? On est au-delà de cela. Mais si je prends seulement la moitié, 50 personnes, qui feraient cela? Et n'oubliez pas que nous étions dans l'optique où le président du parti se profilait à devenir candidat à la présidentielle et tout ça. Et donc, 50 personnes qui le fassent, est-ce que vous comprenez ce que ça ferait comme impact en termes de publicité, en termes de visibilité? C'est ma modeste manière d'apporter ma contribution. C'est ma modeste manière. Mais Vital Kamerhe est reconnu comme un animal politique, un stratège, une personne intelligente. A-t-il vraiment besoin d'une marketing? Je crois que il est connu en tout cas, ici comme dans le monde. Oui, Est-ce qu'il a besoin d'une publicité? Oui, je crois que oui. Attendez, le président Vital Kamerhe, il a créé un parti. Et donc on a besoin des gens qui adhèrent au parti. Et on a besoin des mains qui travaillent. On a besoin des personnes qui mouillent le maillot pour que le parti avance. Aujourd'hui, nous avons 17 députés, mais il faut que nous en ayons plus demain. Mais prenons l'optique où il se présente candidat à la présidentielle 2023 ou même après. Tout dépendra de lui. Mais il faudrait que les gens travaillent, il faut que les gens croient en lui. Vous comprenez? Et donc, c'est vrai qu'il est connu, mais il ne faut pas oublier que quand quelqu'un aussi est connu, c'est pas tout le monde aussi qui approche. Et donc, plus vous montez, plus vous êtes exposé au vent. Alors que lui veut s'effacer en tant que directeur du cabinet chef de l'État, il s'efface quand même. Mais vous continuez avec cette contribution jusqu'à la présidence de la République. Ce n'est pas faire une concurrence entre les deux personnes. Je crois que ça, comme vous avez dit, ça ne met pas en compétition le chef de l'État avec le chef de mon parti. Ça ne met pas en compétition. Ce qui est clair, c'est que le chef de l'État, c'est notre patron. Et c'est lui, le patron, c'est lui le chef de son directeur de cabinet, donc le président national, qui est mon président national. Donc là, il n'y a pas de compétition. Le chef n'a pas d'amis. Pas de compétition. C'est le chef du directeur de cabinet, c'est le chef du président. Quand ils étaient en campagne, c'était des alliés. Peut-être aujourd'hui, les différents partis sont des partis alliés. Mais en termes de rapport de travail, je crois que le chef, c'est le chef de l'État. Et puis, le président du parti, c'est le directeur de cabinet. Donc, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence. Mais je voudrais aussi faire comprendre un aspect. Si je ne suis pas loyal, vis-à-vis de la personne de Vital Kamerhe, je ne le serai pas vis-à-vis de la personne de Félix Tshisekedi. C'est ça. C'est question de loyauté simplement. Je ne vois pas en quoi c'est compétitif. Mais il faut que déjà je sois loyal vis-à-vis du président Vital Kamerhe. Si je ne le suis pas, je ne le serai pas vis-à-vis de président Félix. Donc je ne pense pas que lui-même puisse le prendre mal. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les gens peuvent se dire, ah non, voilà, ces messieurs-là, c'est un opportuniste, le collabo comme il a pouvoir, comme il dit, voilà comme il... Non, je peux vous démontrer, c'est depuis longtemps. Ça fait 8 ans que moi je transporte cette effigie-là. C'était ma modeste manière de pouvoir apporter ma contribution. Il y a un autre véhicule d'ailleurs, je crois que
dans les images qui sont en train de passer, vous allez voir, c'est depuis longtemps que moi je le fais. Peut-être que je ne savais même pas qui serait directeur de cabinet, peut-être on se disait, bon, il va devenir la présidence. Et ne vous en faites pas. Si aujourd'hui les gens peuvent croire que c'est par opportunisme, vous êtes journaliste, vérifiez le milieu, par exemple, là d'où je viens, Matadi, ce n'était pas un milieu nécessairement tendre vis-à-vis de l'UNC. Oui, aujourd'hui, je suis curieux de voir beaucoup de gens, même à Matadi là-bas, parler de l'UNC. Ah, mais que c'est plaisant aujourd'hui d'en parler. Vous pensez que vous avez contribué pour que l'UNC se fasse parler à Matadi, et aujourd'hui même on apprend qu'il y a un conflit, vous êtes en conflit au niveau du Congo central. Vous avez contribué, mais il y a aussi certains qui sont ingrats envers vous. Bon, ingrat, je ne voudrais pas utiliser ces mots grossiers. Bon, irreconnaissant, par exemple. Vous pensez que bon, il paraît qu'aujourd'hui, il y a un problème au Congo central. Parlons-en. Non, il n'y a pas de problème. C'est bon, il n'y a pas de problème avec moi. Il y a des gens qui veulent se faire de problèmes, se créer des problèmes. Non, vous êtes journaliste, vous pouvez mener des enquêtes que vous pouvez. Ça n'a pas été tendre de pouvoir porter l'étendard de l'UNC. Aujourd'hui, je suis curieux de voir qu'il y a beaucoup de gens. Je me dis, ah, mais aujourd'hui, les gens ont compris. Les gens ont compris. Et on vous combat. Bon, il paraît que ça fait partie de la vie. Mais on ne me combat pas, on se combat. On se combat avec sa conscience. On ne me combat pas. Vous comprenez le travail que j'ai abattu à... Vous êtes combattu, José Tedika. Vous avez du mal à admettre que vous êtes combattu, parce que c'est ce que nous avons comme l'impression, en tout cas. Mais vous avez du mal. C'est quoi le problème avec vous? Non. Vous aimez bien rester silencieux, même lorsqu'on vous critique sur les réseaux sociaux, vous dites rien. Et même sur le plateau, vous avez du mal à accepter que vous êtes combattu. Vous ne pouvez pas tromper votre conscience. Okay. Et les gens doivent avoir conscience. C'est clair. Que je me suis battu comme un loup dans un bénitier pour faire accepter l'UNC à Matadi. Je ne voudrais pas être prétentieux pour parler du Congo central, mais je crois que ça n'a pas été tendre de parler de l'UNC au Congo central. Et moi, à Matadi, pendant 8 ans, beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de folklore, je vois, mais ça n'a pas été facile hier de pouvoir parler de l'UNC à Matadi. Ça n'a pas été très facile. Aujourd'hui, je vois, je me dis, ok, c'est bon, je me suis battu pour cela et j'en suis fier. Mais non, les gens me combattent, non, ils ont un problème avec leur conscience. Vous comprenez, parce que... Mais c'est quoi le problème, justement? Non, mais attendez, on n'aime pas voir la main qui vous a nourri, parfois. Mais ce qui est sûr, ce qui est vrai, c'est que je me suis battu comme un loup dans un bénitier pour faire accepter l'UNC. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont accompagné notre combat. Vous savez, à Matadi, il y a des gens qui se sont fait arrêter pour le compte de l'UNC. Pendant qu'on arrêtait les gens de l'UNC, d'autres personnes se la coulaient douce. Ça n'a pas été facile. Vous comprenez? Moi, je peux parler. Je peux parler avec des gens qui ont mouillé le maillot, que je peux connaître. Professeur Lamy, oui. Jonas Tundu, oui. Mais en dehors de ça, je suis désolé. Pour les autres, oui, la considération en tant que personne humaine, oui, nous avons tout ça. Mais si vous parlez de problèmes de fond, de la lutte, en fait, c'est ça. Si vous parlez de la lutte, non. Pour ceux qui ont mouillé les maillots, je dis comme ça. Il y avait que 3 personnes au Congo central, José Ntedika, le professeur Lamy, l'honorable Tchundu, si on comprend bien, et les autres n'ont pas mouillé les maillots. Mais je dis, il y a des gens qui se sont fait arrêter. Je prends Raph Loco, je prends Zico, ils se sont fait arrêter pour le parti. Je connais, j'ai beaucoup de considérations aussi. Vous comprenez? Et le professeur Lamy, il était ici à Kinshasa, il venait souvent. Tchundu, il était à cheval entre Kinshasa et puis le Congo central. Moi, j'étais installé au Congo central. Je faisais face tous les jours à l'hostilité, justement, si on peut parler de l'hostilité qu'il y avait face à l'UNC. Donc, je crois que les tableaux est clair, il n'y a pas de polémique. Que chacun maintenant puisse déclarer ce qu'il a fait pour le Congo central. Les annales sont là. Loco, Raf et Zico, et puis un autre, ils se sont fait arrêter pour les comptes de l'UNC pendant 2 mois. Pour les comptes de l'UNC. Mais comment ne pas respecter ces gens-là?
Mais non, c'est à chacun de dire ce qu'il a fait pour l'UNC, au Congo central. Parce que, à un moment, il faut se dire, mais l'UNC c'était même la peste. Moi, je suis venu remplacer quelqu'un qui, après certaines attaques, a dû détaler. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Mais non, ce qui est bien, on ne va pas s'éterniser à dire, eh bien voilà, comme nous avons mouillé les maillots, toute la gloire doit nous revenir et tout ça. Non, mais question de respect. Je viens de citer des personnes. Quand je parle de RAF et je parle des ICO, vous ne les connaissez même pas. Ils ne sont pas là à faire leur petit lobbying ici. Non. Il y a des lobbying qui se font ici à Kinshasa. Ah oui, ça, il y a des lobbying. Oui, mais et justement, ces lobbying visent quoi justement? Réclament votre tête ou ces lobbying veulent tout simplement faire disparaître Monsieur Tedika? Non, ça sera ou encore difficile. Faire oublier la lutte. Non, ça sera difficile de faire disparaître Tedika. Et ces lobbying visent quoi justement? Ça sera difficile. Bon, la gloriole personnelle, c'est tout ça. Mais c'est ça, bon. Mais c'est beau, c'est ça la vie aussi. Alors maintenant, il y a aussi quelque chose que vous avez dit là. Pourquoi je ne réagis pas? Mais c'est pas nécessaire de réagir. C'est pas nécessaire de réagir. C'est même pas la première fois que je fais face à tout ça. Il y a des gens aussi, à une certaine époque, qui ont fait certaines choses. Bon, après, ils se sont découragés, ils sont partis. Ne pas réagir, ce n'est pas aussi faire comprendre que ce qui se dit sur vous semble être vrai. Parce qu'on dit, qui dit mot consent. Ah, vous savez, sur le silence, il y a un peu une confusion. Qui dit mot consent, ça c'est sur le silence. Mais il y a un autre adage en ce qui concerne le silence que je ne voudrais pas présenter par pudeur. Vous comprenez? Mais vous savez pourquoi le chien aboie? Le chien aboie parce qu'il n'a rien à faire. Et la caravane passe parce qu'il a des objectifs à atteindre. Si certains ont du mal à reconnaître la lutte de M. Tedika au niveau du Congo central, mais il y a aussi certains qui pensent que le cash aujourd'hui ne reconnaît pas leur lutte, justement, parce qu'ils ne se sont pas retrouvés dans des postes ministériels, ne se sont pas retrouvés à la présidence de la République. Quelle est cette ingratitude qui s'observe aujourd'hui dans le cash? Il y a des oubliés de la lutte, en tout cas. Vous voulez... Bon, puisque vous parlez de moi, vous êtes en train de parler de moi. Vous, au moins, on a reconnu vos efforts, votre lutte. Vous êtes conseiller à la présidence, voilà. Mais il y en a qui n'ont pas été. Je remercie le chef du parti, le président Vital Kamerhe, pour cet honneur-là qu'il m'a fait, non seulement à moi. C'est une parenthèse, même si on pensait que vous aurez obtenu plus que ça. Certes, on pensait en tout cas, conseiller, ça ne ressemble pas à votre lutte. Mais plus que ça. On voulait vous voir être... Plus que ça, c'est quoi? Puisque je suis ministre, je suis déjà conseiller. DG quelque part. Je suis déjà conseiller du chef de l'État. C'est déjà beaucoup. Mais attendez, le problème aussi, il ne faut pas être fixiste. Et c'est ce qui dérange en politique. Je vous prends un cas simple. Mais regardez par exemple le chef du parti. Il avait des ambitions présidentielles. Il arrive à Genèse, il fait des concessions. Il soutient quelqu'un. Dans les accords, il avait été prévu qu'il soit Premier ministre. Et finalement, la machine électorale telle que c'était organisée ne l'a pas permis à le devenir. Il est aujourd'hui directeur de cabinet. Donc, je crois qu'en politique, il faut éviter d'être fixiste. Aujourd'hui, je suis conseiller du chef de l'État. C'est déjà un honneur, un plaisir pour moi parce que déjà à Matadi, c'est la première fois qu'on a quelqu'un au sommet de l'État à la présidence. C'est la première fois depuis l'histoire politique de cette ville-là. C'est un honneur qui m'a été fait, mais aussi réservé à ma communauté. Vous comprenez? Réservé à ma communauté, sans oublier ma famille. Donc, je crois que je dois être reconnaissant vis-à-vis du chef de l'État qui a signé l'ordonnance, mais aussi vis-à-vis du président Vital Kamerhe. Avant de passer à autre chose, vous devez quand même placer un petit mot sur le crash de cet Antonov qui transportait la logistique de la présidence de la République. Pouvons-nous aujourd'hui dire que c'était un complot contre le chef de l'État? Parce que c'est dit quand même aussi.
Mais d'abord, le premier mot, c'est que, évidemment, c'est que nous avons tous été touchés. Peut-être c'est l'occasion aussi de présenter les condoléances aux familles éprouvées, au chef de l'État. Et aussi longtemps que il n'y a pas de révélation dans ce sens-là, il me sera difficile de pouvoir m'orienter. Lorsque le diplomate américain Herman Cohen demande au chef de l'État justement de revoir un peu sa sécurité suite à la disparition de cet Antonov, ça dit tout, M. José Ntedika. Non, par rapport au crash, je crois on devra attendre. Il n'a pas attendu, en tout cas, il a parlé. Il n'a pas attendu. Il y a une cellule de crise qui avait été instituée par le chef de l'État. Et nous attendons le résultat. L'UDPS aussi a parlé. Le militant de l'UDPS aussi a parlé. Et vous voulez toujours attendre la cellule de crise qui doit faire son travail. Parce que c'est une... Quelle analyse faites-vous? C'est une institution technique. J'ai le malheur d'être ingénieur aussi. J'ai le malheur d'être ingénieur. Donc moi je me fie à des éléments techniques. J'attends que les éléments techniques puissent nous être présentés. En ce moment-là, nous allons critiquer, nous pouvons porter le jugement sur les résultats qui seront présentés. Parlons un peu de cette affaire 15 millions de dollars américains qui, en tout cas, continue à fâcher un peu, encore alimenter l'actualité politique de la RDC. Vital Kamerhe, votre président, a été cité dans cette affaire. C'est encore une fois, il est justement victime d'un complot. Peut-on dire ça ici? Non, d'abord, je crois qu'il n'a pas été cité comme détourneur. Il n'y a pas eu de détournement. Jusque-là. C'est le nom qui est le plus cité. Mais je vous ai dit que c'est un nom qui se vend bien. Je vous l'ai dit. Pour se faire entendre, parfois il faut citer. Le traître, c'est comme ça qu'on parlait de lui en 2016-2015, après le dialogue de l'Union africaine. Est-ce que je peux vous interrompre? Je peux vous interrompre. Mais ceux qui ont parlé de traître à l'époque par rapport à l'Union africaine et tout ça, mais après on s'est retrouvé après Genève. Et je crois que le président Vital Kamerhe a soutenu le président Félix. Mais ceux qui l'ont traité de traître au dialogue, ils auraient pu soutenir le président Félix pour qu'on continue. Qui est traître dans ces cas? Parce que mieux vaut la fin d'une chose que le commencement d'une chose. À la fin, je crois que pour que nous puissions accéder au pouvoir, il a fallu que le président Vital Kamerhe fasse des concessions. N'oubliez pas qu'il avait déjà été prêt pour la campagne électorale, avec Fiji, avec des moyens, avec tout ça. Il a dû mettre en berne toutes ses ambitions pour soutenir un individu qui aujourd'hui est devenu... Et pourquoi c'est lui qu'on cite dans cette affaire de 15 millions? C'est le nom en tout cas, c'est le nom qui est le plus cité dans cette affaire de 15 millions, justement. Mais jusque-là, je crois que même le chef d'État a déjà dit qu'il n'y a pas eu de détournement dans cette affaire. Il y a eu rétrocommission. Mais non, il y a des éléments d'enquête, je crois, mais il faut attendre qu'on puisse dégager les résultats et les gens sauront que ni de loin ni de près le président Vital Kamerhe n'a été mêlé à cette histoire. Déjà que même les réseaux sociaux sont en train d'être innocentés. Mais bon, nous on est habitués à ça, Moi j'étais dans un milieu qui était très hostile au président Vital Kamerhe, on t'a dit c'était très hostile, et donc on entendait toujours ça et tout ça, mais on a fait face à ça. C'est pour ça que d'autres personnes me disent même que je suis têtu, tout ça. Mais je fais face à ça. Moi, je suis un homme de conviction. C'est que peut-être certaines personnes confondent des têtutesses. Non, je suis un homme de conviction. J'étais convaincu, depuis toujours, que le président Vital Kamerhe a des potentialités qui puissent permettre de jouer un rôle important dans ces pays. J'étais convaincu comme cela, et quel que soit tout ce que les gens disaient, les diatribes, tout et tout, je fonçais. Et c'est comme ça. Moi, je suis un homme de conviction. Je suis vraiment un homme de conviction. Quelqu'un l'a dit, je crois que un pasteur, là, il a dit, mais attendez, il était dans un milieu, le président Vital Kamerhe était dans un milieu où les gens ont détourné, il y a eu les Panama Papers, tout ça. Il a quitté ces milieux-là pour venir à l'opposition. Il a fait 10 ans dans l'opposition, en dehors de tous les privilèges que pouvait revêtir le pouvoir. Et puis maintenant, il a l'occasion de pouvoir jouer un rôle important, tout ça. Je pense qu'il va se mêler dans ces genres d'histoires.
n'est pas si naïf que ça. Alors, Sérieux. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement dirigé par Sylvestre Ilunga Ilunkamba avec 66 membres justement. Quelle est la place de la femme dans votre vie? Parce que dans ces gouvernements, il y a quand même des femmes. Kabila, le nombre de femmes qu'on retrouve aujourd'hui n'était pas pareil à l'époque. Aujourd'hui, il y a quand même des femmes, mais apparemment, c'est toujours insuffisant. C'est toujours insuffisant. Première question, quelle est la place qu'occupe la femme dans votre vie? Oui, bah écoutez, je crois que à partir du moment où nous-mêmes, nous avons des filles dans nos maisons, nous avons des sœurs, nous ne pouvons que chercher, c'est que c'est nos filles, sœurs soient promues. La promotion de la femme doit faire partie de notre être, de notre façon de comporter. Je crois que même aussi au niveau de l'UNC, on réserve une part importante sur la femme, comme le jeune aussi. Alors, mais maintenant sur le point de la femme, moi je suis très, je pourrais dire comme ça, très faible vis-à-vis des femmes, comme on dit dans le jargon, je crois, sociologique, les femmes au troisième sexe, la tête. Les femmes fortes, les femmes intelligentes, c'est toujours emballant de les voir, peut-être de les soutenir quand elles ne savent pas exactement quelles ont les potentialités. Mais au même moment aussi, je suis peut-être répugnant, je dirais comme ça, ou dur vis-à-vis des femmes qui pensent présenter autre chose que la tête pour avancer. Pour avancer, vous comprenez? Parce que ces genres de femmes-là sont dangereuses justement pour la société. Les femmes qui ont la tête, oui, il faut les soutenir, et puis il faut les encadrer pour celles qui ne se révèlent pas. Hein? Vous avez parlé de l'histoire qui s'est passée avec notre province, le Congo central, autour de cela, la femme. Et, comme vous voyez, ces genres de femmes-là, dans la société, sont là pour détruire. Regardez toute une province aujourd'hui qui subit l'opprobre à cause d'une femme de ces genres-là. Et ces genres de femmes, moi je suis répugnant. Hein, je me suis peut-être dur. On se dirait, voilà, je vous ai dit qu'il est dur. Non, il faut encourager les femmes qui sont intelligentes, les femmes qui ont des potentialités, les femmes au troisième sexe, donc la tête. Mais celles qui exhibent, qui pensent tracer leur chemin en dehors de la tête, je crois qu'il faut même les combattre et les écarter de notre parce elles sont là à détruire nos structures. Le nombre de femmes qui se retrouvent dans le gouvernement est un nombre assez appréciable selon vous? Mais attendez, à partir du moment où ils bénéficient de la confiance du chef d'État, ils peuvent être compétentes. Le chef d'État n'a pas droit à l'erreur, il ne peut pas faire des erreurs. Non, mais n'est pas ministre qui veut. Vous devez justement bénéficier de la confiance du chef d'État. C'est lui qui nomme, c'est lui qui relève. Il n'y a pas de discussion sur ce plan-là. C'est lui qui nomme, c'est lui qui relève. Et donc, à partir du moment où les gens sont au gouvernement, je crois qu'ils ont cette présomption-là déjà de compétence. Le nombre est suffisant. Bon, est-ce que c'est un problème de... Pourquoi pas faire 50-50, par exemple? Non, c'est un choix. Moi, je ne pense pas que ce soit un problème de quantité, c'est un problème de qualité. Hein, c'est un problème plus de qualité. Mais non, dans nos sociétés, il faut aussi admettre que les femmes ont eu un peu plus de retard par rapport aux hommes. Et donc, il faut que nous puissions nous battre pour cela, pour que ça avance. Et ce problème de la femme, ce n'est pas qu'un problème légal. Il y a des lois déjà qui favorisent la femme, ou sinon qui permettent de prendre en charge la femme. Mais c'est aussi un problème d'ordre sociétal. Déjà dans nos familles, comment nous gérons nos filles. Il faut les préparer demain à assumer de grandes responsabilités. Il faut déjà à la maison leur demander de ne pas suivre que novelas, de suivre aussi des informations, de suivre aussi des émissions, des sciences et tout ça. C'est les préparer à jouer un rôle important dans la société. Donc voilà ce que je peux dire sur ce plan de la femme. Là, merci. J'ai deux appréciations sur la femme. Selon qu'elle présente telle ou telle potentialité. Merci. Nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Un dernier mot en 10 secondes. Bon, je constate seulement que vous n'avez pas été tendre vis-à-vis de moi. Mais bon, j'espère que j'ai dû
je dis me sauver, je l'espère Avec bien. justesse. Je dis me sauver, justement, et j'espère aussi que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à l'heure actuelle n'ont pas été déçus de notre prestation. Et peut-être pour dire aussi que chaque fois qu'on sait qu'on puisse faire des émissions, mais évidemment maintenant, certainement qu'au regard des fonctions qui sont de l'autre, ça va devenir de moins en moins, parce que nous sommes tenus par le devoir de réserve. Et donc voilà un peu, ça a été un plaisir pour moi de pouvoir vous accueillir dans mon modeste salon. Et c'est de vous remercier, de remercier les techniciens, les directeurs de programme, les caméramans et tous les autres journalistes qui sont ici, qui ne sont pas ici, que vous représentez, et remercier les téléspectateurs qui à ce moment-ci sont en train de nous suivre alors qu'ils pouvaient faire autre chose. Je vous remercie une fois de plus. Merci beaucoup. Donc, il faudrait signaler qu'à 100% sur les questions posées, vous avez répondu à 80% comme acteur politique et non comme conseiller du chef de l'État. J'insiste pour ne pas que vos réponses soient collées directement au chef de l'État. Merci à vous qui avez suivi cette émission Entretien qui recevait pour vous ce soir José Tédika, cadre à l'UNC, parti cher à Vital Caméré. Merci. On se retrouve prochainement. Au revoir.